Eh bien, la situation sur place est sous notre contrôle désormais, entièrement. Ce groupe qui s'est immiscé dans notre territoire a été isolé et est tenu, contrôlé par notre puissance de feu. En ce qui concerne l'intérieur de cette zone, eh bien, ils n'ont plus d'influence. Ici, par exemple, il y a une semaine ou deux, les militaires ukrainiens essayaient de partir par petits groupes. Désormais, c'est impossible pour eux. Ils essaient de partir par groupe de 2 ou 3 personnes, car nous assurons le contrôle par notre puissance de feu. Tout le matériel militaire, nous l'avons détruit. Il restera sur place. Il ne peut plus être évacué. Et si dans les jours à venir, le blocus physique se fait entièrement, personne ne pourra sortir. Ils pourront se faire porter prisonniers ou mourir. Ils n'auront que ces deux alternatives. Les amis, cette fois-ci, Zelensky est vraiment le dindon de la farce. Alors que le président ukrainien se fait balader depuis des mois par Washington, Trump et Poutine sont déjà en train de préparer l'après-guerre en coulisses. En effet, lors d'une récente conférence de presse, Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko ont annoncé qu'ils étaient prêts à accepter un cessez-le-feu, négocié directement entre la Russie et les États-Unis, sans même consulter Kiev ou les Européens. Oui, vous avez bien entendu. Les deux dirigeants décident tranquillement du destin de l'Ukraine, sans même impliquer Zelensky ou ses alliés européens. Poutine affirme clairement que la Russie maîtrise entièrement la situation militaire sur le terrain, pendant que Loukachenko affiche sans complexe leur unité face à l'Occident. Une fois encore, Zelensky pourrait bien réaliser, mais trop tard, que jouer le proxy des Américains ne mène nulle part sinon au sacrifice tragique de centaines de milliers de soldats ukrainiens. Je vous laisse écouter Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko annoncer tranquillement leur stratégie pour mettre fin à ce conflit sans Zelensky, évidemment. Bonjour, ma première question est à Vladimir Vladimirovitch. Que pensez-vous? Est-ce que l'Ukraine est prête à cesser le feu? Avez-vous reçu les informations des Américains? Quelle sera votre réponse? Et j'ai une deuxième question aux deux présidents. Est-ce que Moscou et Minsk coordonnent leur position en ce qui concerne le processus de paix? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà mené des consultations en ce sens? Merci. En ce qui concerne votre question, à quel point l'Ukraine est prête à cesser le feu, eh bien, moi, je peux vous partager mon appréciation, mais tout d'abord, je tiens à remercier le président des États-Unis, Monsieur Trump, d'avoir consacré autant d'attention à cette question du règlement du conflit en Ukraine. Nous avons tous du pain sur la planche, nous sommes tous très occupés, mais des leaders de plusieurs États, de la Chine, de l'Inde, du Brésil et de l'Afrique du Sud, consacrent du temps et leur attention à cette question, et nous leur sommes très reconnaissants à eux tous, car cette action est noble. Elle vise l'arrêt des hostilités et l'arrêt des pertes de vies humaines. Et nous sommes d'accord avec la proposition d'arrêter les hostilités, mais nous considérons que cet arrêt des hostilités doit être de telle sorte qu'il mènerait à une paix durable, qui durerait longtemps et qui supprimerait les raisons profondes, les causes profondes de cette crise. En ce qui concerne votre question, si l'Ukraine est prête à mettre fin aux hostilités, la rencontre entre les Américains et les Ukrainiens en Arabie Saoudite, si nous regardons extérieurement, peut peut-être ressembler à une prise de décision ukrainienne, mais sous la pression américaine. Mais en réalité, je suis persuadée que la partie ukrainienne aurait dû demander et très soigneusement aux Américains de faire de sorte que ça se passe comme cela, et en tenant compte des réalités sur le terrain. Vous avez vu que hier, j'ai visité la région de Koursk. Hier, j'ai écouté des rapports du chef d'état-major et du commandement de notre groupement tactique dans cette région, dans cette
enclave qui s'est formée à Koursk. Eh bien, la situation sur place est sous notre contrôle désormais, entièrement. Ce groupe qui s'est immiscé dans notre territoire a été isolé et est tenu, contrôlé par notre puissance de feu. En ce qui concerne l'intérieur de cette zone, eh bien, ils n'ont plus d'influence. Et si, par exemple, il y a une semaine ou deux, les militaires ukrainiens essayaient de partir par petits groupes, désormais, c'est impossible pour eux. Ils essaient de partir par groupe de 2 ou 3 personnes, car nous assurons le contrôle par notre puissance de feu. Tout le matériel militaire, nous l'avons détruit. Il restera sur place. Il ne peut plus être évacué. Et si dans les jours à venir, le blocus physique se fait entièrement, personne ne pourra sortir. Ils pourront se faire porter prisonniers ou mourir. Ils n'auront que ces deux alternatives. Et bien voilà, pour la partie ukrainienne, dans ces conditions, c'est vrai que ce serait bien d'atteindre cette trêve pour 30 jours au moins, et nous sommes pour. Mais d'abord, que ferons-nous avec cette zone, cette sorte d'enclave dans la région de Koursk, si nous cessons les hostilités pour 30 jours? Qu'est-ce que cela veut dire? Que tous ceux qui se trouvent là-bas pourront sortir sans combattre? Est-ce que nous devons les laisser sortir maintenant après qu'ils aient commis ces crimes de masse contre les civils? Ou bien ce sont les autorités ukrainiennes qui leur ordonneront de remettre leurs armes et de se rendre prisonniers? Comment cela va se passer? Je pense que tout le monde comprend. Et comment seront résolues toutes les autres questions le long de la ligne de contact, presque 900 kilomètres? Vous savez que les troupes russes mènent des offensives pratiquement sur tous les segments de cette ligne de contact. Et là-bas aussi, des conditions sont créées pour que nous puissions bloquer, encercler des unités conséquentes. Donc ces 30 jours seront utilisés de quelle manière pour que en Ukraine, cette mobilisation contraignante se poursuive, pour que les livraisons d'armes se poursuivent en Ukraine, pour que leurs unités mobilisées suivent des formations, ou bien rien de cela ne sera poursuivi. Dans ce cas-là, la question se pose. Et les questions du contrôle et de la vérification, comment seront-elles traitées? Comment les autres nous garantiront que rien de tel ne se produise dorénavant? Comment tout ceci pourra être contrôlé? Ce sont des questions de bon sens et ce sont des questions sérieuses. Vous le comprenez. Qui donnera des ordres de mettre fin aux hostilités? Quel sera le prix de ces ordres? Vous pouvez imaginer, sur ces 2000 kilomètres, qui va pouvoir déterminer quand et comment et par qui les accords possibles de cessez-le-feu auraient été violés? Pratiquement 2000 kilomètres. Et qui remettra et rejettera la faute sur qui? Donc, toutes ces questions nécessitent une approche soigneuse d'analyse des deux côtés. Donc, l'idée en elle-même est bonne, correcte, et nous la soutenons, sans aucun doute. Mais il reste des questions en suspens que nous devons débattre, dont nous devons débattre, et je pense qu'avec nos collègues et nos partenaires américains, nous devons en parler peut-être à un coup de fil au président Trump pour parler de tout ceci avec lui. Mais l'idée en elle-même de mettre fin à ce conflit par les moyens pacifiques, nous soutenons cette idée. Je tiens à attirer l'attention des journalistes que Vladimir Vladimirovitch vient de présenter des éléments beaucoup plus amplement que le
sens de votre question. Il a même expliqué quels seront les axes qui seront abordés pendant les rencontres avec les représentants américains. Il est difficile d'ajouter quelque chose, mais je peux dire que nous avons été unis dans notre position avec la Fédération de Russie et tous les accords que nous avions en ce qui concerne le conflit en Ukraine, nous avons considéré qu'il était indispensable pour nous de les respecter. C'était notre devoir sacro-saint et bien sûr, nous avons toujours soutenu nos amis russes. Et je me rappelle encore qu'à Gomel et à Belovesk-Pushch, quelques jours après le début de ce conflit, nous avons initié les négociations. Nous avons appelé les parties à trouver un terrain d'entente pour ne pas que la guerre se déroule. Non. Et je dirais à Volodymyr Zelensky, mais non, si la guerre se déroule en Ukraine, tu devras répondre de cela. Et ensuite, je le dis, c'est vraiment un exemple classique d'histoire. Demain, l'administration américaine changera. Et où te retrouveras-tu? Vous voyez, j'ai vraiment analysé les situations de manière extrêmement perspicace. Vous voyez, et là maintenant, il s'agit de ce processus de cesser le feu, de se mettre à la table de négociation. Et moi, je toujours dis, eh bien, ce gars-là est inexpérimenté. Vous l'avez poussé à la guerre. Comment ceci a commencé? Par la personne que nous connaissons avec Vladimir Vladimirovitch Poroshenko. Après la signature des accords de Minsk, il avait toutes les cartes en main. Il pouvait mettre fin à tout cela et trouver des accords en ce qui concernait le Donbass. Le Donbass serait à l'intérieur de la Russie. Oh non, désolé, à l'intérieur de l'Ukraine. Mais non, c'est impossible. Les élections doivent avoir lieu. Mais comment? Eh bien, avec la monnaie ukrainienne, la hryvnia qui circule là-bas. Que veux-tu d'autre? Et là, plus de monnaie, plus de paix, la guerre, les gens souffrent. Voilà comment tout avait commencé. Et j'étais dans le rang des participants grâce à Vladimir Vladimirovitch. Mais cette guerre aurait dû arrêter il y a longtemps. Bon, ça n'a pas été fait plus tôt. Nous avons donc cette unité de position avec Vladimir Vladimirovitch et encore une approche perspicace. Si les Russes se mettent d'accord avec les États-Unis, eh bien, ce sera la cata pour l'Europe et l'Ukraine ensemble. Et le destin de l'Europe est entre les mains des États-Unis. Et si c'est l'approche que l'Europe poursuit, si nous les médias, nous le voyons, ce n'est pas très perspicace. Et bien évidemment, nous ne nous laisserons pas tromper ou abuser. Je l'ai déjà dit, nous avons vu comment on s'est essuyé les pieds sur Zelensky à la Maison-Blanche. Il n'avait qu'à réfléchir. Trois peuples slaves ont toujours cohabité dans de bonnes conditions. Et il aurait fallu se mettre d'accord, s'asseoir. Personne n'aidera l'Ukraine. Est-ce que les Américains posaient la question sur les minerais rares au début de la guerre? Non. Et maintenant, ils soulèvent cette question. Mais à l'époque, ils ne le disaient pas. Mais maintenant, il faudra tout mettre en œuvre. Et les terres noires, Tchernozem et les minerais rares, tout, il faudra faire sortir du pays et peut-être davantage. Donc, si c'est le président qui arrive, qui veut que les gens se tirent les uns sur les autres, nous ne le voulons pas. Le parti peut-être oui, mais c'est nous qui avons raison. En ce qui concerne ce pipeline, si
la Russie et les États-Unis se mettent d'accord sur la coopération en matière de l'énergie, eh bien, le gazoduc pour l'Europe, son fonctionnement sera assuré. Ce sera bien pour l'Europe, car l'Europe pourra recevoir le gaz russe bon marché. Oui, c'est à cela que je faisais allusion. Oui, je n'en doute pas. En ce qui concerne la situation sur le terrain, eh bien, comme Alexandre Grigorievitch a dit, j'avais effectivement dit que la situation change rapidement. Le commandant du groupement Nord m'avait dit hier que le lendemain, nous reprendrons la ville de Soudja. Et tel était le cas. Et je remercie tous les militaires qui ont réalisé ceci et nous allons assurer tout ceci dans cette partie où les Ukrainiens se sont infiltrés dans la région de Koursk, c'est Soudja, et puis toutes les localités avoisinantes. En fait, nous les récupérons toutes, la totalité de cette agglomération. Donc voilà, en tenant compte de la situation sur le terrain, nous nous mettrons d'accord sur les autres étapes à suivre pour mettre fin à ce conflit et trouver des accords acceptables à tous. Deuxième question, la chaîne ONT, Médias Bélarusses. Bonsoir. Je voudrais poursuivre ce sujet. Les négociations qui concernent l'Ukraine est un sujet d'actualité et en Biélorussie aussi. Les intérêts de la Biélorussie en tant qu'allié stratégique de la Russie, mais le voisin très proche de l'Ukraine, seront-ils pris en compte? Alexandre Grigorievitch, avez-vous émis des souhaits à votre collègue? Quels souhaits? Les souhaits qui concerneraient quelle question? Qui concernerait l'idée de prendre en compte les intérêts de la Biélorussie dans le cadre de ces négociations. À vrai dire, je ne comprends pas vraiment votre question, mais je peux vous répondre grosso modo, les intérêts de la République de la Biélorussie dans toutes les questions de relations avec qui que ce soit, nos partenaires d'outre-Atlantique ou nos voisins les plus proches, les intérêts sont toujours pris en compte dans le cadre de l'État de l'Union que nous avons avec la Biélorussie. Nous avons le concept commun de politique extérieure et nos ministères des Affaires étrangères coopèrent étroitement. Nous coopérons très étroitement dans le cadre de l'Union eurasiatique. Nous avons une coopération bien développée dans le domaine économique et la production industrielle, etc. Nous n'avons à aucun moment l'intention de ne pas tenir compte des intérêts les uns des autres, car tout ce que nous faisons se reflète sur nos intérêts et sur les intérêts de la Biélorussie. Donc, prendre en compte les intérêts de la Biélorussie correspond tout à fait à l'approche rationnelle russe. Vladimirovitch parlait des questions comme quoi si la Russie et l'Amérique se mettaient d'accord et que les intérêts de la Biélorussie ne seraient pas toujours reflétés. Moi, j'ai toujours dit à cela que moi, je n'insiste pas à faire partie de ce processus. Et puis, la Fédération de Russie est notre partenaire le plus proche, il connaît nos intérêts et il ne s'écartera pas de nos intérêts. Et les négociations sur l'Ukraine, la Russie et les États-Unis, ou la Russie et l'Occident, et ces négociations ne pourront aucunement nuire aux intérêts biélorusses. Mais oui, mais c'est pour cela, je n'avais pas vraiment saisi le sens de votre question. Ne pas tenir compte des intérêts de la Biélorussie est nuisible à nous-mêmes. Vous comprenez? Donc voilà, votre question est tirée par les cheveux, j'avoue, mais j'espère avoir répondu à votre question néanmoins. La conférence de presse touche à sa fin. La question des journalistes russes, RIA Novosti. Bonjour.
RIA Novosti, le média RIA Novosti. Si vous permettez, la question concerne l'intégration de la Russie et de la Biélorussie. L'aspect économique de cette intégration, 28 programmes ont été développés. À quel stade de la mise en œuvre se trouvent ces programmes? Il y avait la période des années 2024-2026. Est-ce que vous, les leaders, vous êtes satisfaits de l'avancement de cette intégration? Tous les 28 programmes ont été menés à bien, à 100%, accomplis. Et ce que nous avons planifié pour 2024 à 2026 a été accompli à plus de 26%. Moi, personnellement, je suis satisfait de l'avancement de ce travail. Le gouvernement travaille de manière très intense, significative et efficace. De temps en temps, Alexandre Grigorievich, nous devons nous mettre d'accord avec certains points sur les i entre différents ministères. Des fois, nous pouvons même être en léger désaccord entre nous, mais les compromis mutuellement bénéfiques sont toujours au rendez-vous. Je suis personnellement satisfait de l'avancement. Je n'ai rien à ajouter et je suis très heureux que Vladimir Vladimirovitch soit satisfait de la mise en œuvre de ces programmes. Nous avions un grand programme, mais nous nous sommes mis d'accord sur tous les aspects, comme a dit le président russe. Voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.